Mesdames et messieurs les députés au Grand Conseil de notre République et canton, mesdames et messieurs les conseillers municipaux de la Cité, monsieur le consul honoraire de la République d'Allemagne, monsieur et madame les consuls et vice-consuls de Russie, madame la chef du service des pompes funèbres, du crématoire et des cimetières de la ville de Genève, et monsieur son chargé de mission, monsieur le représentant du président de la Société des Vieux Grenadiers de Genève, qui nous offre aujourd'hui la parade de sa compagnie avec le drapeau et sa garde, des sapeurs, une section en armes et sa musique de marche. Monsieur Georges Amondioli, commandant de la compagnie des Vieux Grenadiers, qui commande en personne ce détachement spécialement affrété au 150e anniversaire. Messieurs les hommes de son détachement, chers amis. Monsieur le commandant, messieurs les membres du détachement de la compagnie des vieux artilleurs. Honneur à vous. Mesdames et messieurs les membres de l'école polytechnique de Paris-Palaiseau. Monsieur le commandant du 3e régiment de Suisse au service de Napoléon Ier. Quelle belle résurrection. Mesdames et messieurs les danseurs de l'association des fêtes costumées qui évolue en ces lieux. Monsieur le président des chasseurs alpins du pays de Gex, membre du comité d'organisation et auteur des logos du 150e. Monsieur le vice-président de la Société militaire de Genève, section genevoise de la Société suisse des officiers créée par notre général, monsieur le représentant de l'Association suisse des sous-officiers section de Genève, monsieur le président de la vieille garde de cette association, monsieur le président de la Voce di Ginevra, monsieur le président de l'association des pensionnés de l'État de Genève et ses invités, madame la présidente du brass band de l'Arquebuse, qui nous donne rendez-vous le 19 octobre prochain pour un concert dont le bénéfice sera versé en soutien au comité d'organisation de ce 150e. Mesdames et messieurs, en vos noms et qualités, mesdames et messieurs, chers amis, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre la Soldatenmarsch ou marche des mercenaires, tradition militaire suisse s'il en est à cette époque, exécutée par la musique de marche de la compagnie des Vieux Grenadiers, dirigée par le sergent-major Christian Salin. Monsieur le commandant du détachement spécial du 150e des Vieux Grenadiers, je vous prie de procéder à une première salve d'honneur. Je vous invite à vous coucher. Courez, 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 remettez Ragati. Avancez. Grenadier. On joue. Feu. Mesdames et messieurs, nous voici réunis dans ce cimetière de plein palais, autour des tombes fraîchement rénovées, où reposent Guillaume-Henri Dufour et son épouse, Suzanne Les Bonneton, et à côté d'eux, leur fille cadette, Amélie. Je profite de saluer au passage Madame Anne Inderdro, chef du service des pompes funèbres des cimetières et crématoires de la ville de Genève. Et j'invite à présent son chargé de mission, M. Xavier Pouvlin, à nous expliquer pourquoi ce lieu est communément appelé cimetière des rois. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, les salutations protocolaires ayant brillamment énoncées par M. Dominique Louis, permettez-moi simplement de vous souhaiter, ce qui n'est pas habituel au sein de nos services, vous en conviendrez, la bienvenue au cimetière de Plainpalais. J'ai bien dit cimetière de Plainpalais, non pas cimetière des rois, pour une raison évidente.
Le cimetière se nomme le cimetière de Plainpalais. C'est de manière populaire qu'il a été nommé cimetière des rois. Non pas en hommage à de quelconques têtes couronnées, mais tout simplement parce qu'il y a l'influence d'un certain nombre de choses dans ce quartier, dont l'hôtel des exercices de l'arquebuse et de la navigation, tout près de nous. Les exercices de l'arquebuse et de la navigation ont donné nom à un certain nombre de rues dans ce quartier. 1474, création des exercices de l'arquebuse. Au XVIIe siècle, les exercices de la navigation. En 1856, la fusion pour arriver aux actuels exercices de l'arquebuse et de la navigation. Au travers de leur histoire, ils ont nommé certaines rues ici comme la rue du stand, puisque le long de ce cimetière, il y avait autrefois un stand de tir qui a été déplacé et qui s'est installé non loin d'un autre cimetière, celui de Saint-Georges. Ça a été une bonne idée que de déplacer ce stand de tir, puisque dans la ligne de celui-ci, au bout de celui-ci, se trouvait l'ancienne usine à gaz. Ce n'est pas forcément une très bonne idée que d'avoir un stand de tir avec une usine à gaz au bout de celui-ci. La rue de l'Arquebuse, bien évidemment, la rue de la Coulouvrenière, la Coulouvrine étant un petit canon, et l'ancien hôtel de l'Arquebuse était d'ailleurs l'hôtel de la Coulouvrenière, avant l'érection en 1898 de l'hôtel actuel. La rue des Rois, eh bien tout simplement parce que l'hôtel de l'Arquebuse et de la navigation, les exercices d'Arquebuse et de la navigation nommaient historiquement un roi du tir, et là aussi c'est l'influence sur ce quartier de la présence des exercices qui a donné nom à cette rue. Par capillarité, dira-t-on, le cimetière est devenu le cimetière des rois, puisque la chapelle qui se trouve dans celui-ci, qui date des années 50, elle s'appelle la chapelle des rois. C'est un petit hommage à des éléments qui seront exposés sans aucun doute plus tard, en l'occurrence l'aspect urbaniste de Guillaume-Henri Dufour. Il y a d'autres éléments avec lesquels Guillaume-Henri Dufour se trouve en lien ici, où il sera sans aucun doute évoqué sa participation à la création de la Croix-Rouge, et non loin de là, juste derrière le photographe, se trouve la tombe de Gustave Moignet, un des 5 fondateurs du Comité international de la Croix-Rouge. Et puis nous avons non loin de là un mausolée où repose une bonne partie de la famille Pictet, dont Marc-Auguste Pictet, qui, avec Guillaume-Henri Dufour et Marc Seguin, ont été ceux qui ont construit le premier pont suspendu à câble en Europe, qui était la passerelle Saint-Antoine à l'époque. Je vais arrêter là, il y aura encore beaucoup de choses à vous dire sur ce cimetière. Je vais donc repasser ce micro à monsieur Dominique Louis. Merci, cher monsieur le protocole. Le journal de Genève, dans son édition mercredi 15 juillet 1875, annonçait la mort du général Dufour en ces termes. Le général Dufour vient de mourir. Qu'ajouter à ces simples mots et quels commentaires ne pallierait auprès des regrets de tout un peuple réuni dans une commune douleur? Il semblait que ce vénérable vieillard, dont le nom était entouré déjà d'une auréole presque légendaire, ne dut jamais nous quitter. Il semblait qu'il fût, comme le bon génie de la Suisse, qui saluait en lui le plus populaire, le plus vénéré de ses enfants. Populaire il l'était dans le sens le plus vrai, le plus honorable du mot, car il avait conquis cette popularité sans la chercher, sans lui rien sacrifier, sans... Elle s'était donnée à lui comme récompense du devoir accompli. Homme de guerre et chargé dans des circonstances particulièrement douloureuses, force l'unité de la Confédération, un instant compromise, il avait accepté cette tâche par patriotisme et l'avait accomplie sans faiblesse. Il est rare que, dans ces conditions, la haine du vaincu ne serve pas de contrepartie à l'enthousiasme du vainqueur. Or, par une fortune peut-être unique dans l'histoire des guerres civiles,
Le général en chef de l'armée fédérale en 1847 a remporté à son foyer les bénédictions des populations qu'il avait soumises. Elles lui ont su gré de la promptitude d'action qui avait rendu la lutte plus courte et par conséquent moins sanglante. Elles ont été surtout profondément touchées de trouver, après la défaite, un compatriote, un ami zélé et plein de bienveillance, là où elles ne s'attendaient peut-être pas à rencontrer qu'un soldat dédaigneux ou un homme de parti. L'édition du lendemain, vendredi 16 juillet 1875, jour des obsèques, comme aujourd'hui il y a 150 ans, nous éclaire sur les dispositions prises la veille pour les funérailles. Dans une séance extraordinaire tenue mercredi après-midi, le gouvernement de la République et canton de Genève a décidé, donc le Conseil d'État, a décidé que l'enterrement serait célébré selon le cérémonial militaire et que toutes les troupes du canton prendraient part au convoi funèbre. Dans l'après-midi du même jour, le Conseil d'État a adressé une dépêche au Conseil fédéral pour demander à cette autorité si elle avait des instructions particulières à lui donner à ce sujet. Le Conseil fédéral a répondu en demandant à son tour quel genre de funérailles on projetait et si la famille du général autorisait un enterrement militaire. Le gouvernement de Genève du départ pour cette ville de M. Fried, chargé de s'entendre avec les autorités cantonales. L'édition du samedi 17 juillet 1875 relate, elle, les détails de son enterrement. À 4h30, le surgrondement du canon et le glas tintant au sommet de la vieille cathédrale Saint-Pierre annonçait le départ du cortège. Sur le cercueil recouvert d'un drap noir, on avait déposé les insignes militaires de notre général, son chapeau, les épaules portées pendant la campagne du Sonderboot, son écharpe, sa croix et sa légion d'honneur. Aux deux côtés du char, tenant les cordons du poil, marchaient 4 colonels fédéraux, c'est ainsi qu'elle s'appelait à l'époque, messieurs Aubert, Densler, Lott et Mayer. Les voitures de la ville venaient ensuite, escortées par la compagnie du Landwehr, qui formait la haie. Le cortège s'est mis en marche par le chemin des Contamines, la route de Malagno, la rampe des tranchées, le cours et la rue de Rive, les rues Basses, la Coraterie, la place Neuve et la rue Calam. Le journal estime environ le nombre de personnes qui ont participé à cette importante manifestation. Le matin des funérailles, seule la compagnie de génie armes du général fut autorisée à accéder à la campagne de Contamine, c'est ainsi qu'elle s'appelait à l'époque, pour y escorter la dépouille. Le soir, au cimetière, à nouveau. Seule la compagnie du génie continua à escorter le corps que suivaient les membres de la famille, les autorités fédérales, cantonales et municipales et les diverses députations. Arrivé au bord de la tombe, ici même, le cortège s'arrêta, le cercueil fut descendu dans la fosse et monsieur le pasteur Ferrier prit le premier la parole pour rappeler en quelques mots ces promesses d'un avenir meilleur qui semblent toujours neuves lorsqu'on les entend au bord d'une tombe encore ouverte. Il parla des grandes qualités du défunt, de sa foi profonde dans une nouvelle vie, de ses vertus politiques et de ses vertus chrétiennes. L'intégralité du discours du pasteur Feillet de la commune des Eaux-Vives, où Dufour était un paroissien assidu, ayant été publié dans l'édition du 17 juillet 1875, il nous a été possible de la retranscrire. J'invite donc monsieur le pasteur Alexandre Winter, Église protestante de Genève, rive gauche,
dans le costume de sa charge, à nous en donner lecture. J'en profite au passage pour saluer Madame Chantal Eberlé, présidente de l'Église protestante de Genève et membre du consistoire. Monsieur le pasteur, je vous porte la parole. La première parole qui doit être prononcée sur cette tombe entr'ouverte et en présence du deuil de notre peuple entier, c'est une parole de foi et d'espérance. Le corps retourne dans la terre d'où il a été tiré, mais l'âme remonte à Dieu qui l'a donnée. Christ a vaincu la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par son évangile. Et nous savons que lorsque la demeure où nous logeons sur la terre sera détruite, nous en trouverons une autre auprès de Dieu, dans ces places qu'aucun de nous n'a mérité d'occuper, mais que Christ nous a préparées par son sacrifice. En proclamant en face de la mort ces grandes et consolantes vérités, je reste en communion de pensée et de conviction avec le vrai chrétien que nous pleurons. Il s'est dévoué pour sa patrie terrestre. Mais comme les anciens patriarches, il en cherchait une meilleure, la patrie céleste. Il a été un homme de science, mais il comprenait que la science est incompétente pour nous parler avec autorité de Dieu et du ciel, et il nourrissait sa foi avec une humble docilité dans les révélations de la parole de Dieu. Il a été un homme de bien, mais plus il l'était, plus il sentait sa conscience délicate, réclamer de lui mieux encore et lui montrer la paix au pied de la croix du calvaire. Ne nous contentons pas de le pleurer, messieurs, je dirais mesdames maintenant, bien sûr. Imitons sa foi et sa vie et redisons pour lui, mais en faisant un retour sur nous-mêmes, cette belle parole que nous avons gravée sur la porte du cimetière. Heureux dès à présent ceux qui meurent au Seigneur, ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Voilà donc ces mots prononcés. Comme pasteur, ce ne sont pas les mots et les expressions que j'ai coutume d'employer. Le fond est là, mais vous voyez, ces formules font quand même assez 19e siècle et j'aurais de la peine à les redire exactement telles aujourd'hui devant des familles endeuillées. Mais dire quelques mots maintenant de Dufour comme protestant, donc il l'a été, sa famille l'était, il est issu d'une souche protestante à Genève, plusieurs générations le précèdent. Il y a des terres que cette famille possède dans le Mandement. Et puis sa famille se rendait au culte assez régulièrement. En fait, je lisais que non seulement il était protestant, mais dans les notices que j'ai lues sur lui, il était même dit qu'il était un protestant fervent. Et je me suis dit, bon, quelle est cette perception de la ferveur de Dufour? Je ne sais pas, ça dépend peut-être beaucoup de la perception que l'auteur ou l'autrice de la notice biographique de Dufour a de la ferveur religieuse. Vous voyez donc où mettre le curseur par rapport à lui, par rapport à son engagement. Je crois qu'il était très profond en fait, et qu'il s'est marqué aussi dans la participation à la vie de l'Église. Dufour a été membre du consistoire de l'Église protestante qui existe jusqu'à aujourd'hui, qui est notre parlement d'Église où des délégués des paroisses et des lieux de notre Église se rendent. Et il l'était lui pour la paroisse des Eaux-Vives, cela a été mentionné. Il était un paroissien de ce temple-là. Mais à côté d'être protestant, ou pour le qualifier comme protestant, j'aimerais en fait dire que probablement on peut bien le qualifier comme un protestant, comme un croyant, un chrétien œcuménique. J'ai pas vu le mot le décrivant, parce qu'il s'est pas engagé plus que ça, disons, dans la sphère religieuse. Il a eu déjà tellement d'engagement que celui-là aurait été peut-être encore de trop, mais œcuménique dans ce sens que il a très tôt compris que les divisions confessionnelles ne rendaient pas justice au fond du message, qui est un message d'unité, qui est un message de solidarité, de charité envers tous. Et donc forcer le trait et forcer les marqueurs identitaires entre les confessions n'était pas la voie à suivre. Et probablement que ça fait partie de cette discrétion ensuite qu'il a adoptée toute sa vie comme croyant. Et il était connu par exemple en Polytechnique à Paris. Il se rendait avec tout son bataillon, avec tous ceux qui étaient là avec lui, il était jeune encore, à la messe. Parce que ça se faisait d'aller à la messe. Et lui, il l'écrit comme ça,
je n'allais pas me déclarer protestant pour m'exempter de cette habitude, de cette pratique d'aller à la messe. Vous voyez, donc il le faisait parce que c'était ça, rester avec les autres et être avec les autres, c'était d'être lui peut-être, voilà, très minoritaire protestant, mais d'être ensemble et d'aller ensemble à la messe. Donc il n'a pas forcé sa différence confessionnelle, on peut dire. J'aimerais évoquer un autre épisode qui est assez touchant, qui concerne la mort de sa maman en 1829 dans des terres catholiques, près d'Annecy. Le curé de la paroisse refuse à sa mère protestante d'être inhumée. On revient de là, hein. C'est une histoire qui peut-être vous concerne aussi, nous concerne dans nos familles, ces temps qui ont malheureusement duré encore, de division, de refus d'accueillir l'autre. Et entre protestants et catholiques, malheureusement, les choses ont été ainsi longtemps, trop longtemps. Et donc, face à ce refus, Dufour se fonde une lettre. Je ne la lis pas entièrement, mais je m'arrête simplement sur sa conclusion. Monseigneur, si votre grandeur devait un jour recourir à moi pour quelque service que ce fût, elle peut être persuadée que je saurais oublier ce qui vient de se passer. Pour ne me souvenir que d'une chose, c'est qu'une des plus grandes douceurs de cette vie est de se rendre utile ou agréable à son prochain. Et je termine en disant que cette qualité profonde, qui est une qualité spirituelle, humaine profonde, du pardon, de l'accueil, de l'amour, bien elle rejoint l'évangile dans son cœur. À un moment donné, un légiste demande à Jésus quel est le plus grand commandement de la loi. Et puis Jésus le résume. Il résume tout l'entier de la loi dans 2 commandements. Le premier, aime le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et puis il dit, et il y en a un deuxième qui est tout aussi important, aime ton prochain comme toi-même. Je crois que ça a été relevé notamment par la personne qui a parlé de l'engagement humanitaire de Dufour. Il a su placer des intérêts communs, des intérêts supérieurs aux intérêts des uns et des autres. C'est le cas de la guerre du Sonderbund qui a été beaucoup évoquée bien sûr aujourd'hui. Faire passer l'intérêt de tous plutôt que l'intérêt des uns ou des autres. Et ça, je crois que cette attitude-là, c'est l'attitude finalement que je relève là, de s'en remettre à une loi, à un commandement qui nous contraint les uns et les autres, mais qui est un bon commandement, qui vise le bien de l'autre. Eh bien, je crois qu'il a été un vrai chrétien, un grand chrétien peut-être même, un homme qui a mis en pratique ce commandement d'amour que Jésus, je vous l'ai dit, avec lequel Jésus résume l'entier de la loi. Je m'arrête ici. En l'honneur du commandant en chef de l'armée fédérale, mais surtout en mémoire du général Guillaume-Henri Dufour, je vous propose de vous recueillir un instant respectueusement et d'observer une minute de silence. Nous pouvons nous lever. Garde, fixe, fixe. J'invite la musique de marche de la compagnie des Vieux Grenadiers de Genève à interpréter Bérésine Ali.
Le 3 décembre 2024, le Conseil fédéral fut saisi de la question sur ce qu'il entendait faire en 2025 pour commémorer Dufour, et dans sa réponse du 12 février 25, le Conseil fédéral a répondu qu'il ne prendra pas de lui-même d'initiative pour commémorer le 150e anniversaire de la mort de notre général. Vu que le Conseil fédéral s'est fait excuser, et à défaut d'autorité fédérale exécutive, je remercie chaleureusement Monsieur le conseiller Ojeta Moro-Poggia, ancien président du gouvernement de notre République et canton, auteur de cette question, d'avoir accepté de nous donner lecture du message du conseiller fédéral Paul Cérézol du 16 juillet 1875. Monsieur le conseiller Ojeta. Merci. Chers amis, voici donc l'hommage funèbre que prononça le conseiller fédéral Paul Cérézol. Voici exactement 150 ans. Ici même, je me suis permis une petite adjonction en ajoutant « mesdames » au terme « messieurs », ce qui nous rappelle qu'à l'époque, seuls des messieurs étaient apparemment ici présents. Dieu merci, les temps ont évolué. Mesdames, messieurs, la Suisse entière est avec nous près de ce cercueil. Au bord du Rhin et à ceux de la Reuss et de l'Aar, aux rives du lac Majeur comme à celles du Léman, au sommet des Alpes et dans les vallons du Jura, dans la maison du riche et dans le chalet du plus humble berger, un cri s'est élevé. La patrie a perdu un des plus dignes et des plus aimés de ses fils, un homme illustre comme soldat, plus grand encore comme patriote. Dufour n'est plus. Quelle est, mesdames, messieurs, la source de l'affection sans borne du peuple suisse pour l'homme dont les restes sont devant nous? Ce qu'il a élevé le plus dans l'estime de ses concitoyens, ce ne sont pas les distinctions brillantes qui ont signalé sa carrière et dont nul moins que lui ne tirait vanité. Ce n'est pas l'amitié d'un monarque, alors tout-puissant, dont il ne se servit jamais que de la manière la plus patriotique et la plus désintéressée. Ce ne sont pas ses droits de cité, que de l'un ou de l'autre côté des Alpes, les villes et les cantons suisses lui décernaient à l'envi. Ce n'est pas cette œuvre immense de la carte fédérale par laquelle il nous a appris à mieux connaître et à mieux défendre notre pays. Ce n'est pas même ce monument colossal de glace et de rochers qui, au sommet le plus élevé du Mont Rose et des Alpes suisses, perpétuera le nom de Dufour aussi longtemps que notre République existera. Non, non, mesdames et messieurs, chers confédérés, il y a plus et mieux encore. L'homme qui repose ici a pendant plus de 50 ans servi son pays, dans des situations souvent difficiles et dans les missions les plus délicates. Il a exercé cette charge suprême et redoutable, ces pouvoirs presque dictatoriaux, qu'au jour du péril, la Suisse confie à l'homme qu'elle met à la tête de son armée. C'est dans ses mains que la mort vient de glacer, dans ses mains que pouvait faire trembler quelquefois la vieillesse déjà venue, que la Suisse a remis 3 fois le drapeau fédéral, et alors ses mains ne tremblaient plus. Je voudrais, mesdames et messieurs, esquisser ici le caractère en quelque sorte unique du rôle politique et militaire du général Dufour, son patriotisme, sa simplicité et son désintéressement antique, son amour du devoir dans les grandes comme dans les petites choses, sa droiture parfaite, sa loyauté sans tache, et jusqu'à cette bienveillance qui allait au cœur et qui se manifestait surtout dans ses relations avec les plus humbles et les petits. Je suis trop faible dans cette tâche, mais qu'il me soit permis de faire parler ici le général Dufour, lui-même dans quelques-unes des circonstances les plus mémorables de sa vie. C'était en 1847. La fièvre des dissensions politiques et religieuses dévorait la Suisse. La guerre civile menaçait. Pour la première fois, le quartier-maître général Dufour fut appelé au commandement en chef de l'armée fédérale.
Voici ce qu'il écrivait à la Diète le 22 octobre. Quelque pénible que soit le devoir qui m'est imposé, et je n'en dois pas moins des remerciements à la Haute Diète fédérale pour la marque de confiance qu'elle a bien voulu me donner, dans les circonstances difficiles où se trouve la Suisse, je tâcherai de m'en rendre digne. Je me crois pouvoir déclarer au sein de cette assemblée que tout en faisant ce que le devoir exige, s'il faut en venir aux extrémités, je ne m'écarterai jamais des bornes de la modération et de l'humanité. Que je ne perdrai point de vue que c'est entre les confédérés qu'a lieu le débat, que je resterai étranger aux excitations politiques, que me renfermant dans le cercle de mes attributions militaires, je m'efforcerai de maintenir l'ordre et la discipline dans les troupes fédérales, de faire respecter les propriétés publiques et particulières, de protéger le culte catholique dans la personne de ses ministres, dans ses temples et ses établissements religieux, en un mot, de tout faire pour adoucir les maux irréparables d'une guerre. Puisse alors mon dévouement être utile à la commune patrie, mais que bien plus tôt la divine providence écarte les calamités dont elle est menacée. Ce vœu ne fut pas réalisé. La guerre civile éclata et peu de jours après, les troupes fédérales se concentraient sur le canton de Fribourg. Voici comment le général en chef leur prescrivait leurs devoirs. Soldats, leur disait-il dans un ordre général de novembre 1847, il faut sortir de cette lutte non seulement victorieux, mais encore sans reproche. Il faut qu'on puisse dire de vous, ils ont vaillamment combattu quand il le fallait, mais ils se sont montrés partout humains et généreux. Fribourg tomba, et Dufour porta sur le centre de la Suisse l'effort des 100 000 hommes qu'il commandait. Vous allez entrer dans le canton de Lucerne, leur dit-il, dans une seconde proclamation. En passant les frontières, oubliez vos rancunes, pour ne vous tenir qu'à l'accomplissement des devoirs que la patrie vous impose. Marchez, à l'ennemi combattez vaillamment, défendez vos drapeaux jusqu'à la dernière goutte de votre sang. Mais aussitôt que la victoire se déclare pour vous, plus de ressentiment. Conduisez-vous en guerriers généreux. Épargnez les vaincus. Rien ne relève davantage le véritable courage. Lucerne, à son tour, se rendit. Le Sonderbund avait vécu, et après cette campagne si courte et si décisive, la popularité de Dufour fut immense. Non seulement le vainqueur, mais encore le vaincu, celui du moins chez lequel l'esprit de parti n'avait pas étouffé toute justice, rendit hommage à la prudence, au patriotisme et à l'humanité du commandant en chef. La Diète, par un vote solennel, lui exprima la reconnaissance de la patrie en lui décernant une arme d'honneur et une récompense nationale. L'on vit alors, spectacle peut-être unique, le général d'une armée victorieuse prélever sur cette récompense une part destinée à soulager les maux causés par la guerre, et sur cette part encore en destiner une aux vaincus. Voici ce que Dufour écrivait à la Diète fédérale le 12 janvier 1848. La Haute Diète a voulu récompenser l'armée fédérale dans la personne de son chef. Elle l'a fait à la manière la plus complète, la plus généreuse. Je manque de termes pour lui rendre les sentiments de profonde gratitude dont je suis pénétré. Je voudrais avoir le sentiment intime de mériter, en ce qui me concerne, une si grande, une si honorable récompense. Mais je ne puis répondre que de mon dévouement sans borne à la patrie, de ma vénération pour les premiers magistrats et de mon vif désir d'accomplir en toute occasion mes devoirs de soldat et de citoyen. Désirant dans une circonstance si mémorable pour moi contribuer au soulagement des misères que la guerre a faites, je prie la Haute Diète d'accepter la somme ci jointe pour être employée à cet effet. Je ne mets aucune condition ma faible offrande, mais je mets le vœu que dans la répartition des secours en général, on ne perde pas de vue que les blessés des deux armées
sont également suisses. Vous rappellerai-je, mesdames, messieurs, les événements de 1849, quand pour la seconde fois Dufour fut investi du commandement suprême, ceux de 1856, quand la Suisse entière se leva pour Neuchâtel. Qui parmi vous ne se souvient de l'élan qui alors s'empara de la Suisse à la voix de son général en cheveux blancs? En 1867, il entrait dans sa 80e année. Il avait pendant 50 ans rendu à son pays les services les plus éminents et les plus dévoués. Le 6 janvier 1867, il écrivit au Conseil fédéral cette lettre qui restera comme un modèle de notre simplicité et de notre patriotisme. Je viens respectueusement vous demander ma libération. J'ai été longtemps à la tête de l'état-major fédéral. J'y suis resté tant que je me suis senti capable de rendre quelques services. Mais arrivé à un âge déjà bien avancé, je sens que mes forces me trahiraient si j'étais appelé par les circonstances à en faire l'épreuve. Le moment est donc venu de me retirer et de faire place à d'autres. Il est inutile de m'appuyer sur 50 années de service pour obtenir les fins de ma demande. Le Conseil fédéral ne la refusera pas, un vieux soldat qui est entré dans sa 80e année. Il va sans dire que si, malgré cela, je puis encore être bon à quelque chose, le peu de force qui me reste sera toujours au service de la patrie. Mon amour pour elle ne s'éteindra qu'avec ma vie. Il a tenu parole jusqu'à son dernier souffle, son cœur abattu pour son pays. Et quand en 1870 une guerre civile éclata à nos frontières, il écrivit au président de la Confédération une lettre datée du 30 juillet, dont je suis heureux de citer ici les principaux passages. Bien que retiré depuis plus de 3 ans des affaires et affaibli par les années, je n'en suis pas avec moins d'intérêt les graves événements qui se déroulent en ce moment. Aussi ai-je appris dans ma retraite, avec une grande stupéfaction, les mesures promptes et énergiques proposées par le Conseil fédéral et acceptées par les chambres avec une louable unanimité. Je les ai d'autant plus appréciées qu'elles ont pleinement confirmé les assertions que je venais de développer dans une lettre au ministre de la Guerre français. Cette lettre était motivée par une opinion émise dans la Chambre sur la possibilité de la Suisse de défendre et de maintenir sa neutralité. J'ai donc traité à fond la question, si importante pour nous, de la défense à tout prix de notre neutralité. J'espère que mes arguments n'auront pas été sans valeur et qu'ils contribueront en quelque mesure à nous assurer du côté de la France des dispositions bienveillantes et le respect de nos frontières. Ma lettre se termine par ces mots qui en résument le contenu. Les choses étant telles, je garantis non seulement la volonté, mais la possibilité pour la Suisse de défendre en toutes circonstances et contre qui que ce soit cette neutralité qui ne serait qu'un vain mot si elle n'était assurée que par ces traités. Qui aurait cru alors que nous serions appelés à mettre ces principes en application, à donner la preuve que nos moyens de défense ne sont pas purement imaginaires. Espérons que ce ne sera pas en vain et que la Suisse sortira de cette épreuve intacte et respectée. Tel fut, décrit par ses actes et ses paroles, l'homme que nous allons ensevelir. Et maintenant, mesdames, messieurs, quitterons-nous le bord de cette tombe sacrée sans emporter dans le plus profond de nos cœurs les viriles résolutions qu'inspire un si grand exemple. Citoyens, soldats, magistrats, quand la patrie nous demandera un sacrifice, nous évoquerons le souvenir du général Dufour. Son nom restera béni. Si dans cette tombe où nous venons de le déposer, il entendait encore la voix de cette patrie qu'il a tant aimée, cette voix immense descendue de nos glaciers et de nos fleuves murmurerait en passant sur les cyprès de sa tombe des paroles de vénération, de reconnaissance et d'amour. Et si un jour de malheur, nos institutions, notre indépendance, notre patrie même devaient périr, c'est en s'inspirant de la mémoire et des actes d'hommes comme le général Dufour que la Suisse briserait les fers de la servitude
et saurait reconquérir sa liberté. Puissent ces sages paroles inspirer nos actions. Merci beaucoup, Monsieur le Conseiller d'État. Mesdames et Messieurs, soyons nous toutes et nous tous ici rassemblés, conscients du privilège qu'est le nôtre de vivre dans un pays en paix et dans la liberté. Hymne national. De Genève du 17 juillet a fidèlement publié les deux premiers messages prononcés sur la tombe du 16 juillet 1875, nos recherches n'ont par contre pas abouti pour retrouver l'hommage du président du Conseil d'État de la République et canton de Genève de l'époque, Moïse Vautier, et celui de l'ami de Dufour, Samuel Vaucher-Crémieux. Rappelons que le tandem architectural Dufour ingénieur, Vaucher architecte a notablement modernisé le visage urbanistique de notre Genève. Nous nous bornerons donc pour cette partie à citer la presse du 17 juillet. Monsieur Vautier, président du Conseil d'État de la République et canton de Genève, a succédé à monsieur Cérézol et parlé en bons termes du rôle politique et militaire joué par le général Dufour, particulièrement dans la campagne de 1847. Il a également rappelé, sans autre titre, à la reconnaissance du pays, et il a terminé en adressant, au nom du peuple de Genève, un suprême adieu aux grands citoyens que la mort vient de nous enlever. Enfin, un ami du défunt, M. Vaucher-Crémieux, a prononcé à son tour un court éloge du général dont il a rappelé surtout les qualités personnelles et l'admirable simplicité. J'avais un camarade.
Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette commémoration. Pour sa conclusion et nos remerciements, j'invite M. Marc Studer, président des Salons du Général Dufour et tout particulièrement coordinateur des commémorations du 150e anniversaire du décès et des funérailles de notre général et organisateur de cette journée, à me rejoindre à cette tribune. Monsieur le Président. Cette commémoration du 16 juillet 2025 marque jour pour jour, heure pour heure, le 150e anniversaire des funérailles de Guillaume-Henri Dufour, ce polytechnicien devenu général suisse, ingénieur, militaire, professeur, urbaniste, politicien, cartographe, diplomate, humaniste, figure emblématique de Genève et de la Suisse. Peu de personnalités en Suisse peuvent se targuer d'autant de témoignages de reconnaissance. La plus haute montagne de Suisse, la Pointe du Four, une rue à son nom dans différentes villes de Suisse, à Aarau, Bâle, Berne, Biberist, Bienne, Chiasso, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lenzburg, Lucerne, Lugano, Rorschach, Saint-Gall, Thun, Weinfelden, Wettingen, Wil, Zolikon, Zurich et une place à son nom dans la ville de Corfou. La citoyenneté d'honneur du canton du Tessin qui a tenu à dépêcher son vice-président du Grand Conseil. Merci, Monsieur Bernardi, de cet honneur. La bourgeoisie d'honneur des villes de Berne, de Bienne et de Thun. Une université à Genève, une caserne militaire à Thun, une statue équestre à la place de Neuve, un buste de Vincenzo Vella, un buste de James Pradier et de bien d'autres encore. Une générale Dufour-Marche qui va nous être interprétée dans quelques instants par le sergent-major Christian Salin et sa musique de marche des Vieux Grenadiers. Médaille de Sainte-Hélène, officier de première classe de l'ordre autrichien de la Couronne de Fer, grand cordon de l'ordre italien des saints Maurice et Lazare, médaille d'or de l'ordre d'Olga du Württemberg. Cette journée, avec celle organisée à Paris du 15 au 18 septembre par nos amis de la Société des Amis du Musée, de la Bibliothèque et de l'Histoire de l'École Polytechnique de Paris-Palaiseau, ici présent, sera le point d'orgue d'une année de commémoration qui a débuté le 21 janvier à la Maison Dufour et s'achèvera par une conférence sur la vie et l'œuvre de Guillaume-Henri Dufour le 22 novembre 2025 au Musée d'Art et d'Histoire de Genève. Les témoignages entendus tout au long de la journée montrent combien les valeurs de Dufour sont contemporaines. Le 6 février 1867, lorsqu'il se retirait de la vie militaire et civile, le Conseil fédéral, par la voix de son président Constant Fornereau, avait conclu son discours en ces termes. « Vous avez bien mérité du pays. Dans les jours de paix comme dans ceux du danger, vos concitoyens ont compté sur vous et vous avez toujours répondu à leurs attentes. Vos services seront gravés dans les cœurs de tous. L'histoire les enregistrera avec l'expression de la même reconnaissance dans les annales de notre République. » C'est au décès de sa femme en 1867 que Dufour lui a dessiné cette tombe et qu'il en a profité pour dessiner la sienne, modeste et effacée, avec ces mots, ces seuls mots, Helveterum Dux, pour rappeler qu'il avait conduit à 4 reprises les destinées de notre pays.
2 mots qui montrent combien il manque à notre pays en ces périodes difficiles. 2 mots qui rappellent que rien n'est jamais acquis, que l'histoire se répète inlassablement et que, à ce titre, elle mérite d'être constamment enseignée et rappelée. Je conclurai mes propos avec ces quelques mots du Journal de Genève du 18 juillet 1875. Après ces commémorations rendues à sa mémoire, la foule s'est retirée, abandonnant ce coin de terre désormais sacré pour nous, où repose la dépouille mortelle de celui que la Suisse comptera toujours parmi les plus illustres, mais surtout parmi les plus fidèles de ses enfants. Permettez-moi, et ce seront mes derniers mots, de remercier chaleureusement les partenaires, nos soutiens, nos sponsors, tous les bénévoles qui ont travaillé dans l'ombre pour la réussite de ces longues journées commémoratives qui a débuté ce matin à 9h et qui se terminera tout à l'heure à la salle des rois de l'Arquebuse. Et surtout, vous, mesdames et messieurs, qui êtes là pour rendre hommage au général Dufour, j'aimerais au final vous demander de réserver une ovation à notre maître de cérémonie, Dominique Louis, sur qui a reporté tous les efforts de la journée. Merci. J'invite la musique de marche de la compagnie des Vieux Grenadiers de Genève à nous interpréter la marche du général Dufour. Monsieur le commandant du détachement des Vieux Grenadiers de Genève,
je vous prie de procéder à la deuxième salve d'honneur. Je vous invite à vous reboucher vos pavillons. Chargez. Hop. Prenez. Cartouche. Déchirez. Cartouche. Cartouche. Canon. Tirez. Baguette. Bouée. 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 Remettez. Baguette. Amorcez. Grenadier. En joue. Feu. Mesdames et messieurs, la cérémonie est terminée. J'ai dit. Le commandant de la compagnie des vieux grenadiers, plus exactement du détachement, peut sans autre disposer. Merci, mon commandant. Vous êtes sur la RTS, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 19h30. Voici les titres de ce mercredi 16 juillet. Le général Dufour a été honoré au cimetière des Rois à Genève. Militaire, ingénieur, urbaniste et homme d'État, 150 ans après sa mort, son héritage est colossal, de la Constitution à la Croix-Rouge. Il est l'un des artisans de la Suisse moderne, figure clé de la victoire dans la guerre du Sonderbund, l'un des hommes derrière la Constitution fédérale, membre fondateur de la Croix-Rouge, cartographe aussi, le plus haut sommet du pays porte son nom. Le général Guillaume-Henri Dufour est décédé il y a 150 ans. Une cérémonie lui a rendu hommage cet après-midi à Genève où il repose. Reportage Michaela Mumenthaler. Des hommages en fanfare et en costume pour commémorer la mort du général Guillaume-Henri Dufour. Cet après-midi au cimetière des Rois à Genève, une centaine de personnes ont célébré cette figure historique. La Suisse entière est avec nous près de ce cercueil. On retrouve son nom à tous les coins de rue à Genève, mais l'homme est natif de la ville de Constance en Allemagne en 1787. Genève, c'est la ville où il s'installe à son retour de France et y devient ingénieur cantonal. On se trouve ici sur l'île Rousseau qu'il a redessiné pour en faire une promenade. Il y a le pont des Bergues qui est un pont piétonnier aujourd'hui qu'il a construit. Il a redessiné la rade de Genève, il a construit des quais, il a construit des ensembles immobiliers qu'on voit derrière moi. Il a vraiment embelli Genève à la mode de l'époque. La modernité de Guillaume-Henri Dufour s'exprime aussi lorsqu'il est mandaté par la Confédération pour réaliser le tout premier atlas topographique de Suisse. Une carte au 100 millième encore utilisée aujourd'hui. Ça a été une des premières représentations à cette échelle du futur État fédéral, qui n'était plus simplement une fédération de cantons, mais un État fédéral. Donc cette représentation de la carte Dufour a mis l'accent sur les frontières nationales plutôt que sur les frontières cantonales.
Mais le rôle qui scellera son destin, c'est celui de général pour l'armée fédérale, engagé pour mettre un terme à la guerre civile du Sonderbund en 1847. Son éthique humaniste lui vaudra le respect de tous, même des vaincus. Il a essayé de la faire courte, de la faire avec le minimum de dégâts, en se rappelant que c'était entre confédérés qu'on se battait. Et donc il y a ce côté humanitaire qui ressort de ça. La guerre du Sonderbund n'aura coûté la vie qu'à une centaine de militaires. Un fait d'armes qui vaudra à Dufour un surnom surprenant pour un général, le pacificateur.